Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. Ce lundi 25 avril, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Les enfants sont les plus atteints par la maladie au Bénin, un mal endémique qui sévit surtout dans les zones réputées malpropres. La détermination du prix d'un bien ou d'un service dépend de plusieurs facteurs, mais dans les marchés, cette règle ne semble pas être suivie. Constat à suivre dans quelques marchés de Cotonou et environ. Et puis le secteur industriel est reconnu comme important dans la valeur ajoutée d'une économie. Mais comment ce secteur peut contribuer à dynamiser l'économie béninoise? Un consultant industriel nous en parle. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée le 25 avril de chaque année. Elle est une journée internationalement reconnue qui met en lumière les efforts mondiaux de lutte contre la maladie et célèbre les progrès réalisés. Mal endémique, le paludisme, encore appelé la malaria, tue 600 000 personnes dans le monde chaque année selon les données statistiques de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin. Les enfants sont les plus exposés. Le mal s'amplifie à chaque saison des pluies dans des zones réputées malpropres comme les milieux marécageux. C'est le cas à Vossa et Saint-Cécile dans la commune de Cotonou. Voici le reportage de Arnaud Adadia. Des sols insalubres, des conduits ou poches de rétention d'eau usées mal entretenues liées à la malpropreté, l'étroitesse et la proximité des habitations, voilà des éléments réunis pouvant être source de la maladie ici à Sainte-Cécile. Pas de piqûre de moustique, pas de paludisme. Si vous n'avez pas été piqué, vous ne pouvez pas faire le paludisme. Le paludisme tue au Bénin et dans le monde. Lorsque vous dormez sous moustiquaire, vous évitez ce contact-là et vous évitez la piqûre. Tous les mois, pendant 4 mois, on passe dans la communauté pour donner les médicaments aux enfants de 3 à 59 mois, pendant 4 mois, pour leur permettre que lorsque, par exemple, ils n'ont pas été bien protégés et qu'ils sont piqués et que le parasite est transmis, que le médicament soit là pour déjà éviter qu'ils fassent la maladie. Donc ça, c'est la chimioprévention. Et pourtant, les populations ne veulent pas changer de comportement malgré la sensibilisation. Il y a certaines personnes qui attrapent les poissons avec les moustiquaires. D'autres, après les avoir récupérés chez les médecins, les découpent et en font des éponges de douche. Ce sont les enfants qui sont les plus exposés. Plusieurs années derrière, que les études étaient en cours pour un vaccin contre le paludisme. Ça n'a pas été facile. Et donc, quelque chose est proposé et il faut faire les expérimentations. Donc, les expérimentations ont été faites et ont été donc concluantes. Ce qui a fait que l'OMS a homologué ce vaccin. Donc, c'est pour la première fois qu'un vaccin contre le paludisme est disponible. Il y a un vaccin qui est disponible. Mais après, pour que les pays puissent se mettre dans la danse et intégrer ce vaccin, il y a beaucoup de choses derrière. À l'image de ces enfants qui attendent plus de protection, plusieurs autres enfants de la même catégorie attendent également d'être sauvés dans les lits d'hôpitaux ou meurent dès l'apparition des pluies à cause du moustique anophèle. Pour traverser la période de pluie, comme nous le disons, nous l'avons toujours dit et nous ne cesserons jamais assez de le dire, le paludisme est une maladie évitable et traitable et nul n'a le droit de mourir de paludisme. Saison des pluies rime avec observation des conseils de médecins et protection contre le paludisme. La période des pluies, c'est la période favorable au développement des moustiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dormir sous moustiquaire, avoir recours aux soins de façon rapide et précoce et assainir son cadre de vie. Nous, les femmes enceintes, nous devons nous rendre à l'hôpital et respecter les conseils des sages-femmes. Nous serons à l'abri de ces maladies. La détermination du prix de vente d'un bien, d'un service dépend de plusieurs variables internes et externes. Malheureusement, dans les marchés, supermarchés et autres lieux d'échange commerciaux, les prix des produits sont fixés par les commerçants eux-mêmes sans tenir compte des facteurs qualité, concurrence et offre. Quel est en réalité le processus de fixation des prix des produits sur le marché? La réponse dans ce reportage.
Fixation du prix des produits mis en vente sur le marché. Ce sont les commerçants et commerçantes qui attribuent eux-mêmes une valeur financière à leurs marchandises. Ici, chaque commerçante du marché de Gbégamé a sa méthode. Des fois, si le truc est sur 1000 francs à Tokpa, si je viens ici, je peux vendre ça à 1100 francs. Et sur 3, si c'est à 2500, je peux le vendre ça à 900 ou 1000 francs. Le prix de 3 d'une marchandise me permettra de savoir comment mettre ma marge pour ne pas trop faire fuir le client et le garder. Faire vite écouler ses marchandises en vue de faire des bénéfices est l'unique objectif des commerçants. Quand j'achète un sac de piment vert, c'est moi-même qui définis le prix de vente. Je fais souvent des tas de 50 francs et de 100 francs. Nous ne cherchons pas toujours à avoir de gros bénéfices. Avec 50 francs, 100 francs ou 200 francs, nous parvenons chaque jour à revendre nos produits. Le coût d'achat du produit, la demande des consommateurs et la concurrence sur le marché, voilà les 3 facteurs qui permettent aux commerçants, selon l'expert en finance, de fixer le prix de vente des produits sur le marché. Le revendeur sait à combien il a acheté son produit ou combien le produit lui est revenu et c'est à partir de là qu'il fixe son prix. Quand vous fixez par exemple votre objet à 5 000 francs et que quelqu'un le vend à 2 000, 3 000, vous comprenez que vous n'avez pas la chance de vendre. Malheureusement, face à certains produits de grande consommation, la libéralisation du marché ne constitue plus un bénéfice pour les consommateurs. En réalité, ces prix doivent être ordonnancés par une structure du ministère en charge du commerce. Quand on prend par exemple les produits pharmaceutiques qui sont contrôlés par l'État, vous voyez que le même produit que vous achetez à Cotonou a le même prix à Parakou, a le même prix à Tchoumi-Tchoumi. Et c'est le cas par exemple du ciment, du pétrole, etc., etc. Mais quand il n'y a pas de contrôle, il y aura le laisser-aller. Et pour éviter une flambée des prix des denrées alimentaires dans un contexte de forte inflation, l'État pourrait user de son pouvoir régalien pour harmoniser le prix des produits afin de satisfaire les différents acteurs qui animent le marché de l'offre et de la demande. Comment contribuer efficacement au développement industriel? OBD à l'une des missions du secteur industriel, un secteur reconnu comme important dans la valeur ajoutée à l'économie, mais de l'extension de l'outil industriel aux contraintes liées à la disponibilité, à la qualité et au coût des facteurs de production. Que faire pour dynamiser l'économie nationale en prenant appui sur le secteur industriel? Explication avec Arsène Fado, consultant industriel. Le financement industriel n'est pas encore ce qu'il doit être. Aujourd'hui, je vois beaucoup de promoteurs d'industrie ou de PMI qui vont vers des banques classiques pour se faire financer. Et ça, c'est un modèle qui est dépassé. Pour cela, il faudra des fonds. Il faudra des fonds, notamment des fonds d'investissement. Il y a beaucoup de types de fonds spécialisés dans chaque secteur. Et ça, c'est un des premiers chantiers que je trouve important. Le deuxième, c'est l'entrepreneuriat industriel. Il faut qu'on développe l'entrepreneuriat industriel, c'est-à-dire qu'on forme les entrepreneurs ou les jeunes qui désirent entreprendre au modèle économique. Le modèle qui est basé sur la chaîne de valeur, qui est basé sur un gain structurant et non un gain rapide. Depuis mon retour au Bénin, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de volonté et quand vous les voyez faire, vous les voyez fabriquer leurs produits, ils y mettent tout le cœur. Mais seulement ça ne suffit pas. Il faut avoir ce qu'on appelle la maîtrise opérationnelle. Alors que c'est ça qui constitue le cœur d'une entreprise industrielle. C'est la maîtrise des opérations, la maîtrise du process. Tous ces aspects sont des aspects qu'il faut, ma foi, renforcer lors des formations à l'entrepreneuriat. L'industrie collabore avec tous les autres secteurs de la vie.
Vous n'avez pas besoin qu'un industriel soit encore en train de se gêner pour le transport. Il y a des transporteurs spécialisés. Il faut les laisser pour que l'économie tourne, pour que chacun ait son gain et que le système tourne. Mais il faut penser à des microzones pour que, à petite échelle, les gens voient déjà ce que c'est que Glodibé. Et puis, l'autre chose aussi, il faut qu'on pense à intégrer les opérateurs en tant que support, les opérateurs économiques locaux en tant que support par rapport à la zone. Donc du coup, ça suppose qu'il y a une plateforme qui permette aux industries qui s'installent à nouer des partenariats, des contrats de prestation de services. Et comme ça permettra à tout l'écosystème de fonctionner. Hors du Bénin, à présent, un vêtement sur 8 finit sur une plage d'Afrique. Des vêtements usagés, souvent destinés à des filières de recyclage, finissent par polluer les écosystèmes des pays du continent et nuisent à la santé des populations. C'est notamment le cas au Ghana où les habitants se retrouvent submergés par ces tissus venus d'ailleurs. Des milliers de tonnes de fripes devenues inutilisables se retrouvent dans de gigantesques décharges qui débordent sur l'océan. Suivez le reportage de nos confrères de France 24. Les vagues de l'océan Atlantique les rejettent inexorablement sur les plages où ils viennent s'entasser sur des centaines de mètres. Des milliers de vêtements finissent leur vie ici et polluent toute la côte. Jusque dans le centre d'Accra, la capitale, cette dune artificielle ne cesse de croître depuis 15 ans. Haute de 20 mètres, elle est en grande partie composée de ces vêtements abandonnés, devenus le cauchemar des riverains. Regarde tout ça. On n'en a pas besoin, ça ne nous sert à rien. Sous leurs pieds, de vieux habits de marque américaine ou européenne qui affectent aujourd'hui leur santé. Ça, c'est un jean de la marque Boss. Et là, regarde, c'est un autre jean. Tout ce que vous voyez autour, nous le brûlons. Nous le brûlons encore et encore, mais il y en a toujours plus. Ça nous rend malades, ça donne de la fièvre, des maux de tête et beaucoup d'autres choses. Les fumées de ces feux sont probablement toxiques, même si aucune étude scientifique n'a jamais été réalisée ici. Alors, d'où viennent ces vêtements? Chaque jour, le pays en reçoit 160 tonnes par bateau. Ce sont en fait des vêtements usagés qui ont été donnés à des associations en Europe ou aux États-Unis, mais dont plus personne ne veut dans les pays développés. Des entreprises internationales de recyclage les envoient ici finir leur vie. Sur le marché de Contamonto, ils sont finalement revendus en vrac, quelques centimes du kilo. Nous achetons des vêtements de seconde main et ensuite nous les vendons. C'est pour ça qu'on est ici. Ça vient de Londres, de Dubaï, du Canada. Au Ghana, toute une économie s'est développée autour de ces fripes. En haut de l'échelle, il y a des grossistes. Dans cette boutique, des dizaines de sacs attendent de trouver preneur. Ça, c'est des robes d'enfants. Et là, c'est pour les bébés. Ça, c'est des sous-vêtements pour hommes. Vous voyez tout ce qu'il y a ici? C'est un gros business dont je m'occupe. Habituellement, on reçoit ça 2 ou 3 fois par mois. Ensuite, les vêtements sont revendus par les détaillants et chacun a sa spécialité. Ici, des chaussures. Là, des soutiens-gorge. Le problème, c'est que dans cette montagne de fripes, très peu sont finalement encore utilisables. Cette vendeuse vient d'acheter ce ballot de 55 kilos. Malheureusement pour elle, à l'intérieur, c'est une déception. Ça, c'est poubelle, ça aussi, poubelle. Tout ça, ça ne vaut rien. Ce t-shirt, vous voyez, on ne peut pas le vendre. Personne n'achète ça. Et à la fin de la journée, je suis perdante. Et donc, des montagnes de vêtements partent à la décharge. Plus de 70 tonnes sont jetées chaque jour sur ce marché. Une catastrophe écologique. Cette Américaine a monté une fondation pour tenter de comprendre l'impact de cette pollution textile. Vous pouvez voir que ces vêtements se confondent avec la nature. Ça crée un désastre environnemental.
Essayer de retirer ça du sable est presque impossible. Ça va prendre des années pour que ces vêtements se dégradent. Et durant ce processus, des microfibres nocives, des toxines vont être libérées dans l'environnement. Pour cette ancienne styliste new-yorkaise, les marques occidentales sont responsables de cette pollution, mais les consommateurs aussi. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que ces déchets rendent visible un problème qui est dans leur placard. Nous devons prendre nos responsabilités et changer notre mode de consommation. Avec l'essor du prêt-à-porter bon marché, la durée de vie d'un vêtement ne cesse de diminuer. Chaque année, c'est l'équivalent de 50 milliards de t-shirts qui sont jetés. Au moins 1 sur 8 échouera sur les plages et dans les décharges africaines. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. À revoir sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.